Je reçois un appel d'un numéro masqué et je décroche et c'est le médecin qui me dit est-ce que vous avez eu les résultats de la prise de sang pour Liam? Est-ce que vous avez eu le biologiste au téléphone? Et donc je lui signale que non et elle me dit que elle oui et que c'est grave. Hello et bienvenue sur À Croquer, le podcast dédié à l'alimentation de vos enfants. Je suis Anna, la fondatrice de Des mains à la fourchette. Et depuis plus de 4 ans, j'accompagne les parents et les professionnels de santé à se former à l'alimentation des enfants. Ici, on aborde tout ce qui touche à l'alimentation des tout-petits dans des formats variés. Des épisodes SOS, courts et efficaces pour répondre à toutes vos problématiques du quotidien, des interviews d'experts qui partagent leurs meilleurs conseils, ainsi que des récits de parents aux histoires atypiques. Alors, si vous cherchez des conseils pratiques, des astuces ou encore des témoignages inspirants, vous êtes au bon endroit. Alors bonne écoute! Bienvenue dans Morceaux de vie, les épisodes dédiés à vos récits, les récits des parents. Aujourd'hui, je reçois Laura. Peut-être que vous la connaissez des réseaux sociaux, Maman Laura. Laura est une maman de 2 enfants. En 2022, son premier fils, Liam, a été touché par le syndrome hémolytique et urémique, autrement dit le SHU, une maladie qui peut être très grave, voire mortelle. Son fils avait à peine 18 mois. Laura nous raconte leur histoire, des premiers symptômes à la découverte du diagnostic, l'hospitalisation de son bébé, leur vécu et l'après-SHU. Elle se livre sur ce qu'elle a pu ressentir pendant cette épreuve, comment ça a impacté sa maternité et sa vie de maintenant. Elle nous parle aussi de l'importance de la prévention des aliments à risque de toxi-intoxication. Son témoignage est bouleversant et je suis sûre qu'il va pouvoir aider beaucoup de parents, ne serait-ce qu'à prendre conscience de l'importance de tout ce qui est prévention et de tout ce que bébé ne peut pas manger et jusqu'à quel âge. Je vous laisse découvrir son histoire. Hello Laura, comment tu vas aujourd'hui? Coucou Anna, ça va super bien, je suis contente que tu m'accueilles dans ton podcast. Merci à toi de nous partager cette histoire qui est si importante et qui te tient à cœur. Merci de nous livrer l'intimité de ce qui s'est passé avec ton fils et de faire de la prévention sur ça. Donc toi, tu vas nous raconter ton histoire, ton fils qui a eu le SHU à ses 18 mois. Mais avant de nous plonger dans ton histoire, ça, tu l'attendais pas. C'est une petite surprise. J'ai une petite question pour toi, pour que nos auditeurs puissent mieux te connaître. Donc c'est si tu devais choisir 3 mots pour décrire ta maternité aujourd'hui, ce seraient lesquels? Oh, ben, le premier qui me vient, c'est amour. Forcément, c'est énormément d'amour. Mais le mot chamboulement aussi me vient tout de suite après. Mhm. Et je triche un petit peu, je suis désolée. Remise en question. Tu vois, c'est parce que forcément, je veux faire du mieux que je peux pour mes enfants. Donc, oui, c'est beaucoup de remise en question pour être le plus juste pour eux. Et je pense que c'est des mots qui parleront à beaucoup de mamans et qui leur parleront encore plus une fois que tu auras partagé ton histoire. Donc je triche un peu, ton histoire, tu me l'as déjà racontée, mais pas en profondeur parce que je voulais vraiment pas poser toutes les questions pour vraiment poser les bonnes questions pour cette interview. Donc c'est ma première interview. J'espère que les auditeurs aimeront et que je saurai la mener. Donc n'hésitez pas ensuite à me faire votre retour. Par message sur Instagram ou par mail, peu importe. Et du coup, on commence tout de suite avec toi, Laura. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter ton histoire? Oui, du coup, mon histoire, elle se passe en 2022, en juillet 2022 exactement. Mon fils a 18 mois à ce moment-là. Et un vendredi soir, je le récupère de la crèche et je m'aperçois qu'il a des boutons slash taches sur l'abdomen. Et c'est vrai que c'est des boutons que j'ai jamais vus auparavant. Donc, bah, comme beaucoup de mamans, je pense, je vais chercher sur Internet. Mm, Petite parenthèse, la chose à ne parfois pas faire. mm. Et je comprends assez vite en repérant par des acupressions sur ces petites taches boutons que ce sont des pétéchis. Et Ouais. donc, je me décide à prendre un rendez-vous chez le médecin parce que, effectivement, je vois que les PTJ, ça peut être dû à des choses anodines, comme des pleurs assez conséquents chez un enfant, comme des rires ou comme le fait d'être tombé par, enfin,
tomber par terre, mais ça peut aussi être dû à des choses plus importantes. Et donc forcément, sur Internet, on va vite à trouver tout ce qui concerne les leucémies ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que je décide de prendre un rendez-vous. Et là, au moment où je te raconte ça, on est donc le vendredi et mon rendez-vous est le mardi suivant chez le médecin. Et C'est assez donc, long. voilà, c'est assez long. Et donc, mais mon fils a l'air bien. Enfin, mon fils est vraiment normal. Je veux dire, il mange bien, il dort bien. Au niveau de son comportement, j'ai rien à signaler. Et donc là, on arrive dans le week-end. Le week-end-là, on va même dans un parc avec mon fils. On fait des toboggans. Enfin, un week-end classique en famille. Et arrive le dimanche soir, dans la nuit, enfin juste avant que nous, adultes, on aille se coucher, on vient toujours voir notre fils pour pas le border, mais voilà, pour voir si tout va bien, etc. Donc c'est ce qu'on fait. Et là, je me rends compte en rentrant dans la chambre que ça sent le vomi. Et qu'en fait, mon fils a vomi et ne s'est visiblement pas réveillé parce qu'à l'époque, on le surveille en babyphone, donc entendu, on l'a même pas entendu vomir. Et il baigne dans son vomi en dormant. Donc Oui, là, quand même, tu vois, ça fait un vomi, des taches. Donc, je me décide à appeler le 15 pour avoir un conseil et savoir si je dois consulter plus urgemment, si je dois consulter tout de suite. Et donc, bah, je décris au 15 qui me dit, écoutez, si vous avez rendez-vous mardi et que rien ne se signale en plus que ces taches et ce vomi, attendez mardi de consulter votre médecin. Donc, c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, le lundi matin, on ne met pas mon fils à la crèche. Et le mardi, il y retourne parce que vraiment, on signale rien de plus que ce vomi et ces taches. oui. Et donc, le mardi soir, on est chez le médecin qui va ausculter mon fils et va nous demander est-ce que vous trouvez qu'il est plus pâle que d'habitude? Et donc, c'est vrai que j'ai pas un teint moi-même très Ouais. allé et que mon fils a plutôt hérité de ce teint de peau. Donc, on dit, bah oui, c'est vrai que Liam, parce que je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais il s'appelle Liam. Liam est assez clair de peau, donc ça nous choque pas. Et puis, elle va regarder ses tibias et elle va voir des bleus. Et donc moi, comme je t'ai dit, j'avais regardé sur Internet, Mm. bleu, teint pâle, je vois bien ce qu'elle observe et je vois bien les questions qu'elle nous pose. Et même si à ce moment-là, mon fils est en plein apprentissage de la marche, puisqu'il a 18 mois, je comprends que c'est beaucoup de bleu et qu'elle s'inquiète finalement, cette médecin, mais sans nous inquiéter outre mesure. Elle va juste nous prescrire une prise de sang. Et comme on est à 2 jours du 14 juillet, jour férié, elle nous demande de faire la prise de sang dès le lendemain matin pour avoir les résultats avant ce jour férié et pouvoir, si besoin, faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. En tout cas, s'il y a un besoin, qu'elle puisse agir au plus vite avant ce jour férié. Donc, le lendemain, on fait cette prise de sang. Et d'ailleurs, je te l'ai confié lors ce qu'on en a discuté, mais c'est vrai que le soir même, avec mon conjoint, on a cette discussion de se dire, écoute, là, visuellement, il va bien, il mange, il interagit avec nous. Si jamais il y a quelque chose de grave qui devait arriver, alors là, on est en train de le prendre en charge et quoi qu'il arrive, on fera tout le nécessaire possible. Bien Mais c'est vrai que sûr. cette discussion, elle m'agace, quoi, parce que bah, on n'a pas envie qu'un truc grave arrive, et surtout que moi, à ce moment-là, bah, forcément, je pense à tout ce qui est leucémie, etc. Bien sûr, c'est ce que tu avais lu sur Internet. Exactement. Et donc, prise de sang faite, au midi, je suis en télétravail cette journée-là, mon fils est à la crèche, son papa est au travail, et je reçois un appel d'un numéro masqué, et je décroche, et c'est le médecin qui me dit, est-ce que vous avez eu les résultats de la prise de sang pour Liam? Est-ce que vous avez eu le biologiste au téléphone? Et donc je lui signale que non, et elle me dit que elle oui, et que c'est grave. Il faut que j'aille aux urgences tout de suite avec Liam, que les résultats ne sont pas bons. Donc là, je t'en parle vraiment à chaque fois que je le dis, j'en ai encore les frissons parce que ça me replonge dans ce truc.
on se croirait dans un film d'horreur. Enfin, on se croirait Ah oui. vraiment dans un film. Le souffle est coupé. On a l'impression qu'on perd ses jambes. En plus, moi, tout de suite, vient la culpabilité parce que je me dis, oh, la prise de sang est mauvaise et j'ai mis mon fils à la crèche. J'ai pas vu que quelque chose de cette ampleur se tramait, quoi. Mm. Donc, je vais récupérer mon fils à la crèche en larmes, en panique. Enfin, même les filles de la crèche se demandent d'où je sors, quoi, parce que c'est vrai que par rapport à l'attitude de mon enfant, on comprend pas. Bien sûr. Ah Euh, oui. à ce moment-là, la seule chose qui peut peut-être nous mettre un petit indice en plus supplémentaire, c'est que il fait des grosses siestes, plus grosses qu'habituellement. Mais on n'est pas dans des siestes de 4 heures, 5 heures, on est dans des siestes de 2h30, 3 heures, tu vois. Ce qui reste normal aussi pour un enfant de 18 mois. Ouais, ouais, ce qui peut rester normal pour un enfant un peu plus fatigué qu'habituellement. Mm. Et donc, arrivé aux urgences, on nous met dans une salle à part, puisqu'on a été annoncé en fait aux urgences. Euh, et au vu des résultats de mon fils, il ne faut pas qu'il soit mis en contact avec d'autres enfants porteurs de microbes et de d'autres difficultés, puisque là, au niveau de ses examens sanguins, ils sont vraiment pas bons et son système immunitaire est très impacté par ce qu'il est en train de vivre. Mm. Et donc, après une série d'examens qui vont s'étendre bien sur la grosse demi-journée, puisqu'on arrive à l'hôpital sur les coups de midi, je pense, midi et demi, et on va nous annoncer ce qu'a Liam vers 16h30, 17h. Donc, tu Et étais en vrai, encore c'est très long. dans... Ouais. Là, tu étais encore dans l'incertitude. Tu ne savais pas du tout ce que c'était, juste Exactement. t'attendais les examens, toi. Exactement. Mm. Et tu vois, c'est seulement vers 14h30, je pense, qu'on vient nous dire c'est pas la leucémie. Mais Tu t'es senti comment là? ben, à la fois rassurée parce que c'est vrai que initialement c'est ce qui me faisait le plus peur, mais au vu des situations, la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire enfermé dans cette pièce avec notre fils torse nu qui a déjà des patchs collés pour vérifier certaines choses, il a aussi, comment dire, on lui a posé une sorte de petite perfusion pour pouvoir faire des prises de sang et injecter des produits plus tard au besoin. Du coup, je me sens angoissée. Enfin, je suis angoissée à outrance, tu vois, Oui. parce qu'on vient aussi derrière nous poser des questions du type est-ce que vous êtes de la même famille, Timothée, mon conjoint, et moi? On vient nous demander est-ce D'accord. que vous êtes un couple consanguin, par exemple, parce qu'on va creuser la question d'une maladie potentiellement génétique. Vraiment, ils ont creusé tellement de choses que là, comme ça, c'est difficile pour moi de te dire toutes les pistes qu'ils ont dû supprimer, jusqu'à ce qu'on vienne nous voir et nous dire que Liam, du coup, avait un SHU, donc 3 lettres pour dire syndrome hémolytique et urémique. Et ce qui a fait que c'était difficile à diagnostiquer chez Liam, c'est que sa fonction rénale était modérément impactée. Généralement, ce syndrome, il impacte tout de suite les reins chez les enfants. Mm. Beaucoup d'enfants auront parfois des dialyses, parfois jusqu'à la greffe des reins, parce que vraiment, c'est généralement le premier organe à laquelle ça s'attaque finalement. Et par chance, et ça, je te l'ai pas, j'ai pas eu l'occasion de te le dire, et ça, c'est vraiment, je sais pas si tu crois au destin, mais c'est incroyable, c'est que cette journée-là, les internes en pédiatrie ont une conférence sur le SHU. C'est incroyable. Donc, on est quand même à l'hôpital de La Rochelle, c'est pas non plus, enfin, je veux dire, c'est pas Paris, ou c'est, enfin là, ça reste une ville à taille humaine, entre Bien guillemets, sûr, oui. et mon enfant a ça, donc il y a à peu près 100 cas par an, et une conférence se tient sur ça, quoi, ce jour-là. C'est incroyable. Donc, Heureusement, au final. c'est fou, c'est fou, Ouais. c'est fou. Et heureusement que ce médecin a prescrit une prise de sang, parce qu'on aurait pu très bien nous dire, c'est une gastro. Mm. D'ailleurs, c'est généralement ça qu'entendent beaucoup de parents dont l'enfant a un SHU. Donc voilà, tout ça pour te dire donc qu'à ce moment-là, on nous dit ça et on nous dit qu'il n'y a pas de traitement pour ça, que la seule possibilité de s'en sortir finalement, c'est que Liam se batte contre
la chicatoxine. Et donc la chicatoxine, c'est ça en fait, c'est ce qui crée ce syndrome. C'est une bactérie qui, généralement, c'est l'Escherichia coli, mais Mm, d'un certain type d'Escherichia coli, que l'on ingère, soit en consommant des viandes peu mal cuites ou crues, soit via du fromage au lait cru. mm, Ça peut aussi être par contamination interpersonnelle, quoi, comme une gastro, même si c'est quand même plus rare, ou en se baignant dans des eaux stagnantes, enfin voilà, des choses un peu particulières. Et donc, on est contaminé par cette bactérie. Et chez certains enfants, pas tous, mais chez certains enfants, ça va se mettre à sécréter la gigatoxine. Et donc, c'est ça qui crée le syndrome hémolytique et urémique. oui. Et donc voilà, donc comme il n'y a pas de traitement de cette chose-là, le seul moyen pour se soigner, se guérir, c'est que le corps se défende et que nous, on vienne traiter les conséquences du syndrome. C'est-à-dire les atteintes rénales, ben, on peut les traiter par des dialyses, par des greffes, et les atteintes sanguines, elles vont être traitées via, donc moi, ce que Liam a eu, c'est-à-dire une transfusion. On lui a transfusé 1 kilo de sang pour pouvoir bah, remettre son sang, ses globules dans les bonnes normes pour qu'il puisse se défendre au mieux. Donc voilà, donc déjà, bah, c'est quand même un choc, quoi, de Bien sûr. voir son bébé de 18 mois recevoir du sang, quoi, pour l'aider. Mm. Et on nous dit surtout que La Rochelle n'est pas un hôpital assez conséquent pour le suivre et qu'on va devoir être transféré aussi à Bordeaux. Donc la transfusion va se faire soit en SAMU route, soit en SAMU hélicoptère, que potentiellement je vais pas pouvoir suivre Liam. Donc je devrais le rejoindre à Bordeaux. Donc ça rajoute aussi à l'angoisse, Bien sûr. parce qu'on vit déjà quelque chose de très compliqué. Donc voilà. Au final, ça va se passer par route. Donc tu as Donc pu on être avec va lui. ouais, ouais, ouais. Et j'ai vraiment cette image qu'on nous met dans le camion et que j'ai mon tout petit bébé dans les bras, tu vois. Et pendant longtemps, j'ai dû faire travailler sur moi parce que pendant longtemps, je me suis dit, mais j'ai pas été capable de le protéger, tu vois. Et Alors c'est que ça... vraiment 18 mois, il est petit, quoi. Il dit papa, maman, c'est tout, quoi, quasiment, tu vois. Il est vraiment petit, quoi. Donc, voilà, et là, je te raconte tout ça. On va arriver à Bordeaux à 4 heures du matin dans une salle de déchocage. Donc, pareil, tu peux que mesurer la gravité de la chose, en fait, parce que tu te retrouves avec des enfants potentiellement branchés de partout. Mm. Euh, je revois cette maman qui dormait dans la salle, une petite salle attenante au lit en ligne et qui probablement n'avait pas dormi depuis je ne sais pas combien de temps et qui veillait sur son bébé. Enfin, c'est vraiment des choses dures, tu vois, auxquelles tu es confronté. Donc, ça rajoute. J'arrive même pas à... Je trouve que le mot angoisse, il est même pas assez fort tellement, tellement c'est une situation dure, quoi. Bah oui, quand tu es maman et que c'est vraiment la prunelle de tes yeux, l'amour de ta vie, tu dois être pétrifiée. Ouais. Et puis, il n'y a personne qui... Enfin, tu vois, quand tu deviens maman, tu sais que potentiellement tu vas être fatiguée, tu sais que il y a des petites choses, quoi, qu'on t'a mis sur ta route et qu'on te dit, on te Mm. met un peu sur la piste. Mais c'est vrai que s'inquiéter pour la santé de ses enfants, bah ça c'est un truc, pour moi, c'est bien au-dessus du manque de sommeil, tu vois. C'est ça. C'est... Ouais, c'est indescriptible. Et du coup, comment tu as vécu toi ces jours d'hospitalisation? Eh bien, dans mon cas, chaque journée allait mieux que la précédente. Mm. Donc, c'est sûr que le tout début, les 2, 3 premiers jours, c'est dur parce qu'en fait, bah, les médecins, déjà, ils s'avancent pas. Ils te disent jamais, on va soigner Liam, ça va bien se passer. Tu vois, ils peuvent pas le faire parce que ils savent pas en fait comment ça va se passer réellement. Mais on est quand même face à une équipe hyper bienveillante. Tu vois, la première chose qu'on me dit quand on arrive dans le service dans lequel on est admis, il est 4 heures du matin. C'est une dame qui vient poser sa main sur mon épaule et elle me dit
Liam, il est au meilleur service qu'il puisse être pour ce qu'il a. Et elle me dit pas ça va aller, tu vois, mais enfin, si, elle me réconforte, tu vois, elle me fait comprendre que c'est ici que c'est le mieux pour lui, quoi. Oui, et puis Et l'hôpital effectivement, des enfants de Bordeaux, il est quand même super bien pour avoir habité à incroyable. Bordeaux ah bah, toute ma vie. L'hôpital des enfants de Bordeaux, il prend super bien en charge les enfants, hein. Totalement, totalement. Et les médecins sont hyper à l'écoute, ils sont rassurants autant qu'ils le peuvent dans la situation. Et oui, ils t'expliquent tout en long, en large et en travers pour que tu puisses comprendre tout. Et d'ailleurs, sur le fait de comprendre tout, tu vois, c'est quelque chose, quand on nous a dit ce que Liam avait, on nous a dit il a un syndrome urémique, il a un syndrome hémolytique et urémique. Mais du coup, nous, en tant que parents, on n'avait jamais entendu parler de ça. Et dans l'ambulance, quand j'ai demandé plus d'explications, le médecin régulateur m'a dit, ben, vous voyez ce qu'il y a eu avec l'histoire de Buitoni, les pizzas surgelées pour des enfants. Et il m'a dit, ben, votre enfant, c'est la même chose. Il n'a pas ingéré de pizza, mais c'est ce qu'il a. Donc, c'est sûr que ça a ajouté un stress, Mm. dans le sens où j'avais moi aussi entendu parler de cette Oui. histoire. Et, et voilà. Par contre, une fois que je savais ce que c'était, je me suis résignée à pas aller voir sur Internet, à pas regarder. Enfin, j'ai rien regardé, quoi. Ça, J'ai c'est coupé super. vraiment le téléphone. C'est bien que tu te sois tenu à ça et que t'aies pas cédé à y aller parce que souvent, ce qu'on voit sur Internet, c'est tellement angoissant et c'était la facilité aussi d'aller chercher sur Internet. Donc, Ouais, tu aurais très bien pu le faire totalement. et angoisser encore plus. Et toi, tu es restée là de marbre forte pour ton fils en te disant non, il faut pas que je m'angoisse plus, il faut que je sois là. Et c'est bien que tu aies fait ça quand même, hein? Oui, à la forte, j'y ai lâché quand même quelques larmes, hein, je vais pas te mentir. C'était pas rose, mais par contre, il y a des moments où là, les moments où j'ai été forte, pour moi, vraiment, c'est les moments où Liam devait vivre des soins, tu vois, il pleurait beaucoup parce qu'à 18 mois, même si on te l'exprime, tu comprends pas forcément ce que tu vis, pourquoi on te fait mal, hein, parce que faire des prises de sang pour un enfant, ben on le contient, etc. C'est pas agréable. Donc j'ai usé de beaucoup de chansons et quand on m'a demandé parfois de sortir de la pièce parce que c'était beaucoup de pleurs, etc. Je j'ai pas lâché parce que s'il y a bien un truc auquel je tenais, c'est que je le laisse pas tout seul, quoi, tu vois. Oui. On était venus à deux, on est resté à deux dans cette pièce. Mon conjoint est venu habiter, entre guillemets, à l'hôtel des parents, je sais pas comment on appelle ça, tu vois, Oui. c'est juste à côté de l'hôpital et Mm. c'est fait pour les proches d'enfants et de familles hospitalisées. Donc voilà, on est arrivés là tous les trois et on est repartis là tous les trois. Ouais, c'est bien ça. Je crois que c'est la fondation McDo qui fait ce. Ben Oui. là, oui, je sais qu'ils en font également, mais là, il avait demandé une place à la Fondation McDo, tu vois, et ça n'a pas abouti. Au final, c'est comme un hôtel Mais c'est bien que juste à vous ayez pu côté. être ensemble parce que j'imagine que déjà l'attente, parce que tu nous as pas dit, mais ça a duré combien de temps cette hospitalisation? En tout, elle dure une semaine. C'est quand même long, c'est beaucoup d'heures. Et je vais te dire, c'est rien du tout pour un SHU. Ah oui. Vraiment, à l'échelle, enfin, c'est, ouais, une semaine, c'est rien du tout comparé au syndrome et à ce qu'on observe chez d'autres enfants. Euh, Dans ce malheur, on a vraiment eu beaucoup de chance au final parce que bah, il n'y avait pas d'atteinte rénale. La transfusion a très bien fonctionné. Euh, Après, je rentrerai pas dans les détails, mais ils ont donné à Liam un traitement, on va dire, Enfin, ils ont Expérimental? Ouais, ils ont expérimenté un traitement dont ils avaient un petit peu de recherche dessus. Et peut-être que ça l'a aidé, on ne sait pas. D'accord. Mais en tout cas, une semaine, tu vois, c'est rien du tout par rapport au temps qu'on observe généralement pour ça. Donc voilà, on est sorti un dimanche et je me rappelle que quand j'ai demandé au médecin bah, qu'est-ce qu'il advient pour Liam, est-ce que... En fait, ma question c'était qu'est-ce qu'on fait le lundi? Parce que nous, à ce moment-là, la semaine où on est à l'hôpital, ben, on est un peu en enfant malade,
Mais les jours enfants malades, ben, personnellement, à ce moment-là, j'en ai un par an, donc ça va très vite. Ah Une oui. fois qu'on a posé un petit peu de congé, et ben, enfin voilà, là, c'est une semaine, on pose des congés, mais c'est pas des congés. Enfin, on est en train de vivre des moments durs, quoi. Mm. Donc, je demande au médecin, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je remets Liam à la crèche? Et tu sais, je pose cette question, alors pour moi, c'est inconcevable. Ah oui. On sort je sais plus si c'est un samedi ou un dimanche, c'est inconcevable pour moi de le remettre à la crèche le lundi, quoi. Après tout ce que vous Mais avez lui, vécu, ouais. ouais. Mais pour lui, tu vois, Liam, il est guéri, donc il peut y retourner. Mm. Donc là, c'était pas possible pour moi, tu vois. Donc là, j'ai consulté notre médecin traitant. Je lui ai expliqué tout ce qu'on avait vécu. Donc j'ai été arrêtée une semaine. Et donc j'ai gardé Liam à la maison pendant une semaine. Et voilà, avant que la vie reprenne plus ou moins son cours. Parce que le truc qui reste quand même, c'est que on ne sait pas d'où elle vient, cette contamination. Pour notre part, enfin, nous, on était déjà sensibilisés au fait que bah, les viandes, on donne pas de non cuit ou peu cuit à l'enfant avant 10 ans. On était déjà sensibilisés sur le fromage au lait cru ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, quand notre fils a eu ça, du coup, il y a des enquêtes qui sont menées sur la consommation de la famille. Donc, on a relevé toutes nos cartes de fidélité, tous nos achats. On nous demande tous les lieux de consommation, restaurants, cantines, etc. Et ça n'a abouti à rien. Euh, donc, mais ça, c'est ma petite conviction personnelle, mais j'ai toujours eu cette petite conviction que ça avait été par contamination entre Mm. enfants, tu vois. Oui, c'est ce que tu Nous, nous as à dit tout la... à l'heure, qu'on pouvait Voilà. l'attraper comme ça. Ouais, je me suis dit ça parce que forcément, on est dans sa première année de crèche à Liam et c'est une année où vraiment, j'ai pas d'autres mots pour te le dire, on morfle. On nous appelle quasi toutes les semaines, au moins tous les 15 jours, parce que Liam a un virus, parce que Liam a ceci, a cela. Donc en fait, on est amené à quitter le travail beaucoup pour bah, aller chercher Liam parce que ouais, parce que ça va pas et qu'il est encore malade, entre guillemets. Mm. Et tu vois, on nous dit, bah, c'est normal, il fait son système immunitaire, etc. Et c'est vrai. Mais je pense que 20 enfants dans un même endroit, bah forcément, ça facilite aussi le passage de petits virus et de petits quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je récupère Liam, et oui, excuse-moi Anna, j'en perds des brides, mais le C'est pas grave. SHU, le SHU, ça donne en priorité des diarrhées. Et ça, je Ouais. te l'ai pas raconté Ah non, tu m'as pas parce que dit. dans le cas de Liam, au moment où il a ses petites taches et se vomit, il n'y a pas de diarrhée. Ouais. Par contre, une semaine avant les petites taches et le vomi, il avait effectivement eu des diarrhées. Et donc, bah, à ce moment-là, on se dit, bah, c'est peut-être une petite gastro, effectivement, liée à la crèche, tu vois. Oui, mais tout parent se Et serait dit ça, ou même les dents, tu vois, les dents, ça peut donner des sels liquides. Tout parent ne tout se à serait pas fait. inquiété pour ce genre de choses, de diarrhée, comme Tout tu à l'as fait. dit. Et en plus, dans le hall de la crèche, j'en discute. Enfin, un papa entend que Liam a des diarrhées et il me dit ah, moi, ma fille a eu ça il n'y a pas plus tard que 3 4 jours et on lui a donné de l'amidon de riz. C'est génial, ça marche super bien. Donc, tu vois, la personne que je suis s'est un petit peu dit enfin voilà, je peux pas m'empêcher de ne pas repenser à ce moment et me dire ah, tu vois, il y avait quand même des diarrhées dans la crèche. Et tout le monde ne développe pas le SHU. Par contre, plusieurs personnes peuvent avoir la bactérie et se la refiler, enfin, et se la retransmettre sans forcément avoir le SHU. Et potentiellement, peut-être que Liam aurait pu l'avoir comme ça et lui développer le SHU, du coup, tu vois. Oui, je vois. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette épreuve-là? Ben, j'en suis marquée encore aujourd'hui, tu vois. Mm. Genre, en tant que Mm. maman, en fait, ce qui m'a le plus marquée,
outre, si je dois parler que de moi, parce que bien sûr, ce qui est le plus marquant, c'est de voir son enfant souffrir, être pas bien. Mais ce qui m'a le plus marqué, moi, en tant qu'individu et en tant que maman, c'est que j'ai toujours la peur de passer à côté de quelque chose, tu vois. On a eu beau me dire 1000 fois, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire dans le temps, tu vois, genre le rendez-vous médical, il était pris, appeler le 15 pour se renseigner, c'était fait. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, attends, il avait des taches et un vomi et on a vécu ça. Parfois, je me dis, j'ai un autre enfant maintenant, j'ai deux enfants. Et donc aujourd'hui, mon deuxième enfant, Alban, a l'âge que Liam avait au moment de son SHU. Et donc, il a 18 mois. Et tu vois, parfois, il se réveille la nuit, il fait des cauchemars, etc. Enfin, et je peux pas m'empêcher de me dire, imagine, ce serait des plaintes de quelque chose, tu vois. Enfin, Ouais, ça t'a quand même vachement marqué. bah ouais, c'est peut-être exagéré quand on dit comme ça, mais en vrai, j'y pense souvent, tu vois, quand ils ont de la fièvre, etc. Il y en a, je pense qu'il y a des parents qui sont inquiets, mais moi, c'est une inquiétude un peu à outrance, parce que pour moi, le moindre symptôme, bah ça, je pense toujours au pire, quoi, tu vois. Ouais, c'est un peu comme du post-traumatique, tu vois. Je veux pas faire le parallèle parce que ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus grave ce que tu as vécu. Mais je me suis fait cambrioler il y a un mois. Je me suis retrouvée nez à nez avec mon cambrioleur dans ma chambre face à moi. Et depuis, le moindre bruit dans la nuit, je me réveille. Je vérifie toutes les fenêtres avant de dormir. Franchement, on dirait c'est obsessionnel en Mais t'as fait. raison. Et c'est un C'est traumatisme que tu as vécu, hein, clairement. Et là, c'était pareil. Quand j'entendais les sirènes des pompiers, j'avais un truc dans mon corps, je me sentais mal, quoi, parce que ça me rappelait cette nuit-là où j'avais l'impression de foncer à toute allure vers l'hôpital de Bordeaux, tu vois. Et rien que la vitesse de cette voiture, enfin, de cette ambulance, ça me stressait parce que je me disais, ah, si on roule vite, c'est qu'il faut aller vite, tu vois. Enfin, j'ai ouais, plein de trucs. Après, pour calmer ça, moi, j'ai fait de l'EMDR. D'ailleurs, ouais, c'est une bonne méthode. voilà, si jamais ça peut t'aider, je sais qu'elle m'avait demandé un peu mes déclencheurs et ça, tu vois, les sirènes des pompiers, clairement, c'était quelque chose qui me déclenchait. Et, euh, et suite à ça aussi, Liam a eu plusieurs autres hospitalisations parce que je pense que son système immunitaire, il était en fait à ras les pâquerettes, tu vois, il venait de vivre un truc conséquent. Nous, même si on l'a pas remis à la crèche tout de suite, bah après, il a fallu reprendre le chemin du travail. Donc Liam est retourné à la crèche et avec... euh, on a enchaîné avec, je sais même, ah oui, il a eu le Covid. Donc, Dis bah, donc. de nouveau, tu vois, même si c'était entre guillemets pas grand-chose par rapport au SHU, bah, ça demandait encore à son système immunitaire de se défendre. Et surtout, la problématique, c'est que, il avait tendance à peu s'alimenter et peu boire. Et comme ses reins devaient être préservés, du coup, ça nous amenait à consulter et à être hospitalisé ben, pour, comment dire, préserver ses reins, le réhydrater, etc., quoi. Ouais, donc c'est un plus gros suivi qu'un enfant qui n'aurait jamais rien eu. Ben, là, maintenant, à l'heure actuelle, il a 4 ans et demi. On est toujours suivi post-SHU. C'est un suivi à vie. J'aime pas dire ça. On verra bien de quoi il fait demain, mais en tout cas, jusqu'à sa majorité, il a un suivi à faire. Aujourd'hui, on en est à tous les 6 mois. Au départ, c'était tous les mois, après tous les 3 mois. Donc aujourd'hui, on en est tous les 6 mois. Et normalement, l'année prochaine, ça sera une fois par an où il doit faire une prise de sang, une échographie rénale. Et voilà, juste pour vérifier que tout va bien. Oui. Et est-ce qu'il a un régime particulier aussi par rapport à ça, par rapport à ses reins? Ouais, à Bordeaux, on avait vu une diététicienne. En fait, Liam n'a pas de régime particulier. Il a le régime que, entre guillemets, tous les enfants devraient avoir finalement. Parce que c'est vrai Mm. que nous, on a tendance à donner beaucoup de protéines aux enfants.
a Mhm. priori. En France, en tout cas, c'est ce que me disait la diététicienne. Et là, les protéines, c'est ce qui fragilise les reins des petits, des enfants, et encore plus Mhm. des enfants donc, qui ont eu des atteintes rénales. Donc, Liam, il mange des protéines une fois par jour. Et c'est la recommandation, hein, mais bah, du coup, Bien nous, sûr, oui. vraiment, on s'y tient coûte que coûte. Et pour le moment, le moins de sel on donne, le mieux c'est. Toujours pareil pour préserver ses reins le maximum. Eh oui, c'est normal, Et hein. une bonne hydratation, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu dirais que toi, là, ça a changé quelque chose pour toi, outre le fait que bah, tu te sentes plus angoissée et tu fasses... Enfin, Mm. comment expliquer ce que tu m'as dit tout à l'heure, dès que ton fils il se réveille la nuit, tu t'inquiètes. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi en tant que femme, en tant que maman? Bah, ça a changé déjà quelque chose au point de vue de nous, notre Mhm. consommation alimentaire. On mange plus de bœuf à la maison quasiment, ou du bœuf vraiment archi cuit. Euh, on va continuer de manger de la viande, mais on en mange moins. En fait, on suit finalement le régime alimentaire de notre fils. Et qu'est-ce que ça a changé de plus? Oui, je te parle encore vite fait de ce que ça a changé en termes d'alimentation. Par exemple, on n'en achetait pas avant du fromage au lait cru. Mais maintenant, Ouais, si jamais on reçoit et que quelqu'un ramène un plateau de fromage, il repart avec, tu vois. Ou alors, si on a du fromage à conserver, on le met dans un Tupperware, même que ce soit un fromage pasteurisé. Tu vois, il y a des trucs qu'on fait maintenant qu'on faisait pas forcément avant, ou qu'on faisait moins, ou auxquels on portait moins d'attention. Nettoyer le frigo, euh, maintenant, presque on le fait à la javel. Enfin, j'exagère un petit peu le trait, mais c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont devenues vraiment primordiales, auxquelles peut-être avant, on faisait moins attention dans la régularité, tu vois. Et, ouais, et moi, ce que ça a changé, ben, c'est que malgré tout, il faut quand même que je t'en parle, mais moi, j'ai quand même fait une dépression, tu vois, suite à tous ces épisodes d'hospitalisation. En plus, je suis tombée enceinte pas longtemps après la dernière hospitalisation de Liam. Donc, on parle de 4 hospitalisations entre juillet et novembre. Et au mois de novembre, du coup, au mois d'octobre, que je te dise pas de bêtises, du coup, j'ai fait une grossesse arrêtée. Donc, je suis allée à l'échographie, on m'a dit, ah, il n'y a pas de petit cœur. Donc, tu vois, ça a rajouté, comment dire, en fait, j'ai eu ça fait beaucoup. l'impression, ouais, d'être rentrée dans un tunnel de mauvaises annonces, tu vois, et que ça Ouais. s'arrêtait plus, en fait. Et, euh, et donc, j'ai un petit peu piou, perdu pied, tu vois. Donc, j'ai dû être suivie pour ça et pour reprendre confiance aussi en mon rôle de maman parce que la dépression ou burn-out parental, tu vois, je sais pas trop exactement te dire ce que c'était, mais ça faisait que j'étais incapable, quasi incapable, de passer une journée seule avec mon enfant. D'accord. Et encore plus parce que j'ai aussi ce souvenir que il a fallu après affronter une simple rhino ou une simple, enfin tu vois, un simple rhume et ben, rester seule avec mon fils en enfant, en jour enfant malade, avec mon fils malade, même d'une simple rhino, c'était impossible pour moi. Donc, mon conjoint s'est aussi beaucoup arrêté cette année-là. Et Mm. moi, s'en est suivi quand même 4 mois d'arrêt maladie où juste il a fallu que je m'occupe de ma santé, quoi, de ma santé mentale aussi. Bien Donc, sûr. ça a eu des grosses conséquences. Et aujourd'hui, quand même, ce que j'en retire, c'est que quand même, on fait tous du mieux qu'on peut. Et je sais pas, enfin, ouais, tu vois, aujourd'hui, je sais que j'ai fait du mieux que je pouvais avec les informations que Ah oui. j'avais et que c'est quand même important pour moi, tu vois. Cette notion-là, elle a été vraiment importante.
Ouais, mais tu peux être très fière de toi. Et puis j'ai vu ta story du coup ce matin où tu partageais une capture d'écran que tu as envoyée, je pense, à un groupe scolaire Mm, où tu disais attention au fromage au lait cru. Je pense qu'il y avait eu ça dans le menu. Et je trouve que tu te démènes du coup pour ça parce que il y a énormément d'écoles qui servent du fromage au lait cru. On le sait là avec le scandale du Morbier qu'il y a eu en début d'année dernière avec les enfants qui ont été hospitalisés, certains qui ont perdu leur rein, puisqu'ils ont eu la même maladie que ton enfant. Et je trouve ça super que tu sensibilises les équipes des cantines et du coup tout ça. Donc j'ai pas le fin mot de ton mm, histoire. Je pense que peut-être tu peux nous la raconter, mais j'ai trouvé ça génial que tu envoies ce mm. mail. En fait, si tu veux, Liam, il va au centre de loisirs par chez nous de temps en temps, notamment pendant les vacances scolaires, période à laquelle nous Mhm. sommes actuellement. Et lors des dernières vacances scolaires, ils ont emmené les enfants à la chèvrerie. Ce qui est quand même top pour tu vois, un centre de loisirs qui propose des sorties aux enfants. Enfin, franchement, je trouve ça super. Et on avait tous reçu un mail, nous parents, nous informant de cette sortie et nous disant ils achèteraient du fromage au lait cru. Enfin, non, pardon, je te dis n'importe quoi. Qu'ils achèteraient du fromage de chèvre pour le goûter des enfants. Ouais, Et donc, je viens de te raconter quand même toute cette histoire et aussi te dire que je suis quand même du coup une maman assez stressée. D'ailleurs, c'était le cas même avant ça. Donc du coup, je passe un petit coup de fil au centre de loisirs en disant juste, est-ce que vous allez faire attention que ce soit du fromage pasteurisé? Parce que bah, pour les enfants, quoi. Et la personne que j'ai au bout du fil, je le sais, elle est maman d'un petit garçon qui est dans la classe de mon fils. Et elle me dit, je vais demander, je vais voir. Dans tous les cas, est-ce que vous souhaitez que je n'en donne pas à Liam? Et tu vois, ça m'embête toujours de... J'ai pas du tout envie de le catégoriser, tu vois. bien Mais, sûr. mais à ce moment-là, je dis, bah oui, dans ce cas, si vous n'êtes pas certaine, n'en donnez pas. Tu vois, parce que Mm. moi, c'est ça une conséquence directe, c'est que si je sais que Liam a mangé un aliment potentiellement à risque, ce qui n'est pas arrivé depuis son SHU, je vais dire n'importe quoi, mais le moindre bleu qu'il pourrait y avoir sur sa jambe, bah, ça va être inquiétant plus pour moi, tu vois. Donc je préfère Bien sûr. qu'on évite ce genre de problématique. Mais je lui dis, voilà, parce que nous, on a eu une histoire particulière et je voudrais quand même sensibiliser sur le fait que il faut pas donner du fromage au lait cru aux enfants. Et donc la journée se passe. Le soir, je récupère mon fils et la même personne que j'avais eue au téléphone me dit, du coup, on n'a pas donné de fromage au lait cru, enfin, on n'a pas donné de fromage à Liam parce qu'effectivement, il n'était pas pasteurisé. Et je dis, mais et les autres enfants? Et Elle ouais, me dit, bah ça, ma direction a donné l'autorisation d'en acheter et d'en donner, donc il faudra voir avec ma direction. Donc bah moi, c'est grave quand même, j'ai hein. envoyé un mail, tu vois. J'ai envoyé un mail Bien sûr. au centre de loisirs, j'ai envoyé un mail en mettant en copie la mairie parce que je me dis, mais s'il se passe ça dans le centre de loisirs, qu'est-ce qui se passe au menu de l'école? Et Évidemment. le menu, je le regarde hein, toutes les semaines. Je pense que je suis peut-être même la seule maman. Dans- Moi aussi, Ah, je scrute les menus tout le temps et à chaque fois, je fais des petits rappels à la maîtresse. Oui, aujourd'hui, il y a des saucisses, hein, pensez bien à bien les couper. La maman chiante. non, mais moi, je pense que je... Ouais, forcément, je pense que je passe pour ça, tu vois, quand je fais un mail en disant, ah, ben voilà, sensibilisation sur le fromage au lait cru, j'imagine qu'il y a des destinataires qui se disent, oh, qu'est-ce qu'elle nous saoule, tu vois. Mais... mais en même temps, c'est la vie de mon fils qui a été en jeu et franchement, je le souhaite à personne de vivre ça, et ni en tant qu'enfant, ni en tant que parent. Et donc, du coup, je ne peux pas m'empêcher de sensibiliser à ce sujet. Donc là, Il on faut. m'a fait poireauter, tu vois, pendant beaucoup de semaines, un peu trop à mon goût, jusqu'à ce que j'appelle pour insister d'avoir une réponse et en disant que bah, m'ignorer, c'est pire, tu vois, ça m'agaçait encore plus finalement. Et au final, C'est j'ai eu ça. une réponse comme quoi la cantine scolaire était vraiment sensibilisée à ça et que effectivement, c'était une erreur de la part du centre de loisirs et que ça se reproduirait plus. Et voilà, et juste tout le monde devrait le savoir, tu vois.
Je suis d'accord. Et tout à l'heure, quand tu as dit, là, il y a quelques minutes, que la maman t'avait répondu, oui, mais la direction a donné son autorisation. Mais c'est même pas à la direction de donner l'autorisation, en fait. C'est aberrant Mais, comme style de réponse. C'est mais jouer tu avec la sais, santé des enfants alors qu'elle était au courant, quoi. Enfin, j'en reviens pas de cette ouais, réponse. et ben ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu minimisé dans le sens où moi je vois hein, depuis qu'on a eu ça, je te l'avais dit, quand je mange au restaurant et que j'entends à la table d'à côté des parents demander un steak saignant pour leur enfant, ça me Ouais. je vais pas te mentir, je sais pas comment réagir. Je sais pas si je dois dire à ses parents, est-ce que vous savez que là, c'est vraiment une situation qui me bloque, tu vois. Mais Mm. en fait, ce qui me met encore un peu plus en colère, c'est que l'information, elle n'est pas assez relayée. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de parents ont la notion de il faut laisser son enfant dos à la route le plus longtemps possible, etc. Alors même que parfois, les installations de sièges auto, enfin, je suis désolée, mais moi, laisser mon enfant dos route jusqu'à 4 ans, avec la taille qu'il faisait et le siège auto que j'avais, c'était juste impossible, tu vois. Oui. Mais par contre, ne pas donner du fromage au lait cru, ne pas donner de choses non cuites, y compris saucisson, saumon fumé. Le fumé, tu vois ça, bah, personne Mm. t'en parle. Quand tu commences la diversification alimentaire, on te dit, allez, c'est bon, vous pouvez donner tout, sauf du miel. Le miel, attendez 1 an. Enfin, moi, c'est le discours qu'on m'avait tenu, tu vois. Bah, c'est le discours qu'on m'a tenu. Moi, j'ai eu trois pédiatres. Du coup, j'ai eu le pédiatre, la pédiatre de Clémence. Puis à la naissance de Gabriel, j'ai changé de pédiatre parce que je m'entendais pas trop avec la pédiatre de Clémence. On n'avait pas la même vision, tu sais, de l'éducation. Elle disait que j'étais trop permissive parce que l'éducation bienveillante, tu sais, faut pas, Mm, hein. Du coup, voilà. Donc ensuite, j'ai changé de pédiatre. Puis ensuite, on a déménagé à Tahiti, donc j'ai dû rechanger de pédiatre. Et sur les trois pédiatres que j'ai eus qui m'ont parlé de diversification alimentaire, aucune ne m'a dit quoi que ce soit par rapport aux aliments crus, fumés, peu cuits, ni même sur les aliments à risque d'étouffement. Alors oui, le miel, on m'en a parlé. Après, je me demande si c'est parce que c'est mon métier, parce que tu sais, quand ils font la fiche parents, ils demandent qu'est-ce que c'est ton métier. mm, Donc quand tu dis que tu as une entreprise dans la nutrition des enfants, que tu es nutritionniste pour enfants, que tu travailles avec des professionnels de la santé pour la nutrition des enfants, peut-être qu'ils ne se permettent pas de te le dire. Mais si toi non plus on te l'a pas dit, et moi j'ai plein de témoignages de parents qui me disent exactement la même chose, ils vont voir leur pédiatre. Le pédiatre, à 4 mois, il dit, bon, ben, vous pouvez commencer la diversification alimentaire. Il donne une feuille mm, avec tant de grammes de purée, etc. Mais je pense que sur la feuille, il devrait y avoir tous les aliments à risque d'étouffement et puis les aliments à risque de toxi-intoxication, du coup, parce que c'est hyper important avec les âges recommandés. Parce que je le vois tout le temps quand je fais les sondages, les petits questionnaires, les petits quiz là, que je fais en story sur Instagram. Quand je mets le saucisson, c'est déconseillé jusqu'à 3 petits points. Et ensuite, je mets plusieurs choix de réponse, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Souvent, la majorité répondent 3 ans, tu vois. Et encore, hein, je vais te dire, j'ai déjà vu des enfants de moins de 3 ans manger du saucisson, hein. Enfin, Oui. je veux dire, Mm. et c'est fou quand on y pense parce que, en tant que parent, on a tellement envie qu'ils s'alimentent bien, finalement, et je vois dans notre entourage, par exemple, ils vont dire, mais pourquoi tu le laisses pas manger un bout de saucisson? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm. Alors que c'est quand même Ouais. pas l'aliment, nutritionnellement parlant, qui est le plus sain pour un enfant, tu vois? Non, mais déjà nutritionnellement parlant. Et puis, j'ai l'impression que même parfois, quand tu poses tes limites et que tu dis non parce qu'il y a tel risque, Mm, ils s'en fichent. Moi, au premier Noël de ma fille, pas au premier Noël parce qu'au premier Noël, elle avait 1 mois, mais au deuxième, donc elle avait un peu plus d'1 an, tu vois, elle avait 13 mois. Ma tati, elle m'a demandé à 3 reprises de lui donner du foie gras. Parce que ça ferait plaisir à ma tati que ma fille mange du foie gras, tu vois. Et j'avais beau expliquer que non, il avait été acheté à la charcuterie, qu'il était cru, que voilà, il n'était pas pasteurisé, rien, que je lui en donnerais pas. Oh, mais allez, fais-lui plaisir, la pauvre. Jusqu'à quel âge? J'ai dit jusqu'à 10 ans. Ah, j'ai cru qu'elle allait faire une syncope. Elle a dit, ah, mais c'est bon, la pauvre, la pauvre. Bah non, justement, mm, la pauvre, c'est si elle tombe malade parce qu'elle mange quelque chose qui va la contaminer et qu'elle va attraper la même chose que ton fils, mm. quoi. Bah oui, franchement, c'est... Et puis, c'est ça que je voulais aussi dire, c'est que c'est comme la toxoplasmose. C'est pas à tous les coups, mais une seule fois peut être fatale parce qu'en fait, c'est bien ça dont il est question. C'est que la pire chose qui puisse arriver, finalement, c'est pas des dialyses. Ça, c'est rien, en fait. Le pire, c'est de ne plus avoir son enfant, quoi.
Ouais. Est-ce que, d'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé, est-ce que tu peux parler de quels sont les symptômes du SHU Ouais. et comment ça se diagnostique? Donc, j'ai bien compris que c'était une prise de Mm, sang. Et ensuite, quelles peuvent être les différentes atteintes? mm. Du coup, Ben, je vais parler dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, les symptômes du SHU, c'est à peu près les mêmes que celles d'une gastro-entérite, sauf que, mais après, chaque enfant est différent, hein. Ils ne développent pas tous les mêmes bien sûr. symptômes, mais sauf qu'il y a la présence de sang dans les selles. La plupart du temps, comme il y a des atteintes rénales, les urines sont réduites. La quantité d'urine par jour est vraiment réduite. Et donc là, comme Liam, il peut y avoir ben, des vomissements, des pétéchies qui sont finalement, si je devais expliquer à un parent non averti, ce sont des taches sur la peau que lorsqu'on appuie, elles ne disparaissent pas, comme une sorte de gramme beauté, mais de couleur rouge, violet, rosé, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et dans le cas de Liam, il y avait aussi eu un peu de fièvre qui avait été mise en évidence, mais tu vois, une semaine avant qu'on soit hospitalisé. Donc on avait un petit peu décorrélé ces deux épisodes entre il a de la fièvre et des selles liquides une semaine avant, il va mieux. Et bam, les taches sur son corps et le vomi, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça Ouais. ça a été plus difficile de savoir que tout ça, en fait, c'était lié dans un même bloc de symptômes. Ouais, Et c'est donc sûr. après aussi, ce que je t'ai pas dit, c'est là, dans le cas de Liam, comme il y avait aussi la teinte sanguine, du coup le teint pâle qui allait avec les pétéchies et des bleus, des ecchymoses sur les tibias. D'accord. Donc, quand un parent voit tout ça sur son enfant ou une partie de ses symptômes, ce que tu conseilles, c'est quoi? Bah, moi, ce que je conseille quand on a le... Déjà, ce que je conseille, c'est de ne pas donner de fromage au lait cru. Et ça, La base. ça, vous l'aurez bien compris, je pense. Et après, ce que je conseille, c'est que quand on a le moindre doute, quand on le sent, hein, quand on est inquiet outre mesure, plus que pour une rhino, plus que pour un truc qu'on connaît, bah, le mieux, c'est d'appeler le 15 et de bien expliquer tout ce qu'on a de tangible à raconter. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut être aiguillé au mieux, vraiment. Mm. Et il n'y a que la prise de sang qui permet de voir si c'est le syndrome hémolytique et Non, urémique. après, comme je suis pas médecin, je peux pas tout te dire, mais je sais Bien que ce sûr. qui a permis de le voir, nous, c'est la prise de sang et aussi un prélèvement, du coup, de sel Mm. qui a permis de mettre en évidence que là, il y avait eu la gigatoxine, Mm. dans son corps, quoi, finalement. Donc, il y Ah avait eu la oui, sécrétion de cette toxine euh, pour Liam. d'accord. Et tu nous as dit qu'il avait eu une forme peu grave quand même par rapport à d'autres Mm. enfants. Les formes plus graves, c'est dialyse, perte du rein. Je crois aussi qu'il y a des handicaps, d'avoir vu Ouais. des reportages sur un enfant qui avait mangé un steak haché mal cuit et qui a fini paralysé. Et ensuite, la mort, bien Mm, sûr. mm. C'est ça? Exactement, tu dis, et c'est exactement ça. En fait, ça peut aller, enfin, ce qu'il a eu, ça peut aller jusqu'à s'étendre. Donc, en premier lieu au rein, au sang, puis après aux autres organes, puis Mm. ça peut aller effectivement jusqu'à la mort. Et toi, tu l'as su dès le début que c'était un petit SHU ou vraiment on ne peut pas savoir jusqu'à ce que l'enfant soit guéri? Comment ça va évoluer? Tu vois, quand je te dis que les 2, 3 premiers jours étaient les plus durs, c'est parce que Ouais. on savait pas encore si ça allait. On voyait que ça s'améliorait parce que les prises de sang étaient un poil mieux tous les jours, mais on savait pas encore. En fait, réellement, on le sait à la fin de cette semaine d'hospitalisation, tu vois. Mais au bout Ouais. du deuxième, troisième jour, on voit que ça tourne bien, que c'est en train de, c'est pas vraiment le bon mot, mais de se résorber plutôt que de s'aggraver. Mm. Donc ça, on le sait parce que les prises de sang s'améliorent et qu'elles ne rechutent pas en fait. Sinon, on aurait dû lui refaire une transfusion, ce qui n'a pas été son cas. Donc il a reçu qu'un seul culot, ils appellent ça comme ça. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on sait que
va pas y avoir d'autres atteintes en fait, parce que ça veut dire que c'est plus en train de progresser. D'accord. Donc tu devais quand même te sentir soulagée quand on t'a dit que la progression était arrêtée et que vous allez peut-être pouvoir bientôt rentrer. Et t'as Totalement. dû encore plus te sentir soulagée quand t'es rentrée quand même. Totalement, totalement. Et aussi le fait d'être toujours suivi, euh, mine de rien, c'était un soulagement parce que c'est vrai que quand on nous lâche dans la nature, ça fait un peu, je sais pas si tu as eu cette sensation quand tu as accouché de ton premier enfant et que tu rentres de la maternité alors que tu pouvais appuyer sur le bouton d'appel presque autant de fois que tu voulais. Là, tu te dis, mince, si j'ai une question, j'appelle ma mère, quoi. Je Mais fais c'est quoi? pas pareil, tu vois. Donc C'est là, ça. c'était un peu ça. J'y mets de l'humour, tu vois, mais en Ouais. vrai, on était un peu lâchés dans l'inconnu et surtout dans bah, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? À quoi est-ce qu'on doit accorder plus de vigilance? Et donc le fait d'être bien suivi derrière et d'avoir un contact référent sur La Rochelle, ben c'était important pour nous. Et c'est ce qui a été fait. Et on est retourné à Bordeaux pour les 1 an du SHU. Ça rajoute un anniversaire finalement. Mais Super. voilà, on est retourné à l'hôpital pour vraiment bien tout checker, que tout était en ordre. Tu vois, on nous pose encore à l'heure actuelle des questions sur est-ce que au niveau du développement, tout se passe bien. Enfin, c'est ouais, c'est pour voir s'il n'y a pas eu d'autres atteintes particulières Ouais, c'est ce de que ce j'allais te côté-là. demander. J'allais te demander, tu nous as dit qu'il y avait un suivi qui allait être fait là tous les Mm. ans. C'est dû à quoi? C'est pour vérifier quoi? En fait, le médecin, il me l'a expliqué comme ça, c'est que dans les reins, il faut voir le rein comme des milliers de petites usines qui travaillent. Et Mhm. Liam, il a perdu quelques petites usines donc avec son SHU. Du coup, on vient vérifier que bah, les autres petites usines, elles sont toujours capables de bien faire le travail, de bien fonctionner. Et on vient vérifier, si je te le dis en langage très médical, la protéinurie dans ces urines pour Mhm. être sûr que ces reins filtrent bien, finalement. Et D'accord. qu'on... Et c'est un rein qui a été atteint ou les deux? Non, je pense que... Enfin, là, dans ce cas-là, ça touche les reins, les 2 reins. Ok. Mm. Donc voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on n'était pas encore sûr de la finalité de la chose, j'en suis venue à espérer que le pire truc qui puisse nous arriver, c'est les dialyses, tu vois. Dans ma tête, je me Ah disais, oui. mais en fait, pitié, je suis capable de... J'étais capable de tout, tu vois, genre j'étais capable Mm. de me dire, comme j'avais pas encore tout compris de ce qu'il en retenait, je me disais dans ma tête, pitié, quoi. Je peux être capable d'assumer des dialyses, de changer des poches pipi, tu vois, pour mon enfant, Mm. etc. Mais laissez-le tranquille, quoi, tu vois. Et Bien sûr. au final, tu vois, je perds mes mots. Au final, voilà, tout est bien qui finit bien dans ce malheur, tu vois. Mais Mm. voilà. Mais ça laisse des marques. Ouais. Ça laisse des marques. Tout à l'heure, tu nous as parlé du fait de bien nettoyer son frigo. Tu nous as parlé du fromage au lait Mm. cru et des viandes. Est-ce qu'on t'a donné d'autres conseils pour éviter cette bactérie ou c'est les seuls trois qu'on t'a donnés? Ben, Si tu devais donner des conseils aux oui. parents qui nous écoutent. Bah, globalement, c'est ça qu'on m'a donné. Et puis, bah, vraiment, respecter les conservations. Parce qu'en fait, quand il n'y a aucun aliment tracé qui a permis de connaître la cause de la contamination de Liam, on nous a demandé comment vous conservez dans votre congélateur? Comment... Parce qu'en fait, un aliment qui est en contact avec un autre peut venir Oui. infecter, je sais pas si c'est le bon La terme, contamination mais croisée, peut ouais. venir contaminer un autre aliment. En fait, on est Mm. venu aussi nous demander si on n'avait pas consommé au restaurant du lait cru et coupé de la viande de notre enfant ensuite, tu vois. Rien que Ouais. couper un fromage avec son couteau et utiliser la même lame pour couper quelque chose dans l'assiette de son enfant, ben ça peut venir contaminer finalement l'assiette de son enfant. Oui. Et, euh, et voilà.
Et ça, je l'enseigne dans le campus DME, du coup sur ma formation Manger en toute sécurité de la naissance à 10 ans. Et je dis que si par exemple à Noël, quelqu'un ramène un plateau de fromage, il faut surtout pas couper le fromage au lait cru avec le même couteau avec lequel on va couper le Mm, fromage au lait pasteurisé de son enfant, parce que là, ça peut faire une contamination croisée et effectivement ramener à ce qui s'est passé avec ton fils, mm. si jamais. Ouais, mais c'est pour ça que oui, du coup, tu vois, nous, on fait attention vraiment on en est venu à faire attention plus à ce genre de choses, alors que pour le coup, avant que ça nous arrive, pour cette histoire particulièrement du couteau, je sais pas si on aurait porté une attention particulière, tu vois, avant. Mais Bien sûr. je pense notamment à cet été lorsqu'on était en vacances et que c'était un buffet. Eh ben, tout le monde prend le couteau et sert ses enfants, etc. Et nous, on le faisait pas parce qu'on savait pas quel fromage avait coupé, enfin, quel couteau avait coupé quel fromage. Mais peut-être que avant toute cette histoire, on l'aurait fait sans même se poser la question, tu vois. Ah oui, parce que c'est un réflexe naturel et que ti- quand ça t'est pas arrivé avant, tu réfléchis pas forcément à tout ce qui peut se passer autour. Tu es dans un environnement, tu es au restaurant, il y a le plateau de fromage, tu vas couper ton morceau et puis Exactement. voilà, c'est quand même... en fait, ça fait que tu réfléchis à plein de micro-trucs. Comme ça, tu vois, tu me le dis, même moi, je pense que j'aurais pas percuté au buffet à volonté, surtout si c'était avec des amis, de la famille. C'est vrai que c'est bien que tu en parles, que peut-être les parents, s'ils font un resto à volonté cet été, Mm, ils y penseront aussi. C'est des choses qui marquent, mais tu as plein de petits tips comme ça mm, intéressants à mm. connaître. Ah oui, c'est vrai que forcément, quand on a vécu ça, bah ouais, ça sensibilise sur pas mal de choses. Et si ça peut sensibiliser d'autres parents, moi, c'est ce que je dis, hein, sur Insta, j'en ai parlé, hein, si je peux juste éviter à un enfant ou à des parents de passer par ça, et peut-être de connaître une moins bonne issue, tu vois. Ben, Mm. même une seule personne, si ça peut aider un seul enfant, je prends, quoi. Qu'est-ce que tu en penses quand, peut-être que tu le vois sous certaines de mes vidéos, quand je fais de la prévention sur le fromage au lait cru ou la viande, je reçois des messages, ah, arrêtez de les couver, 10 ans c'est trop, moi mon enfant il a mangé du saucisson à 2 ans, il va très bien, vous en faites des faibles, patati patata. Bah, ça m'énerve au même Qu'est-ce que tu as envie titre. de dire? Bah, ouais, franchement, ça m'énerve au même titre que quand on dit à une femme enceinte, mais la toxoplasmose, il n'y avait pas ça à mon époque, on mangeait de tout, etc. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que si aujourd'hui il y a plus d'avancées, entre guillemets, en termes de santé, en termes de neurosciences, en termes de pas mal de choses, si on nous donne ces connaissances-là, c'est c'est aussi peut-être bah, pour qu'on évite certains dangers. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, retournons à avant, quand l'âge moyen du décès était 34 ans, quoi, et que la médecine n'existait pas. Enfin, je veux dire, je veux pas tomber dans le truc, tu vois, mais je comprends pas les personnes qui disent ça parce que bah forcément, quand toi, tu as vécu un tel événement et que en plus, t'as pas donné de tel aliment à ton enfant, donc tu peux pas t'empêcher de te dire, ah punaise, il a peut-être été contaminé par un autre enfant ou par un adulte. Bah forcément, ça pèse, quoi, tu vois. Je peux pas Bien m'attarder sûr. dans les commentaires comme ça parce que je pourrais passer des heures à répondre et puis la plupart du temps c'est des personnes qui sont pas ouvertes au débat, tu vois, Non, pas du tout. parce qu'on leur Je vois, j'ai des abonnés qui répondent. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y, finis. non non t'inquiète, non mais je dis on leur met des faits, enfin c'est scientifique, tu vois. On le fait pas pour embêter. On va pas dire, enfin ouais, on le fait pas pour embêter, tu vois. C'est Mm. quoi l'histoire? C'est toute la vie pour profiter de manger un, un steak saignant ou c'est 3 secondes pour en profiter et 30, 40, 50 ans de dialyse, de greffe de rein ou plus rien du tout? Bah, Mais je vois, oui, que parfois j'ai des parents qui répondent. Donc, moi, souvent, je supprime les commentaires parce que je les trouve dangereux. Mais il y en a, je peux pas regarder toutes mes vidéos d'il y a 3 ans, quels commentaires arrivent. Et je vois qu'il y a des parents qui commentent en disant, bah, dans ce cas-là, attache pas ton enfant sur l'autoroute, ce qui est réel aussi. ouais, c'est ça. Euh, c'est En fait, c'est compliqué de faire comprendre parce que ces personnes, elles sont pas ouvertes au débat et puis elles sont vraiment enfermées, comme tu dis.
J'espère qu'au moins ce podcast, il y en a qui n'étaient pas convaincus et qui l'écoutent. Ça leur fera prendre conscience du risque. Je vois que tu croises les Mm. doigts. Bon, vous n'avez pas la vidéo, mais moi, je vois Laura. Croise les doigts. Moi aussi. Enfin, franchement, c'est vraiment un combat. Moi, on m'a déjà dit en vidéo, je sais pas comment tu fais parce que tu te prends tout le temps des vagues de critiques quand tu fais de la prévention. Moi, je pourrais pas. Mais c'est parce que c'est au-delà de moi, en fait. Certes, je me prends des critiques, mais c'est pour sauver la vie des enfants. Qu'est-ce que je m'en fiche de me prendre des critiques, en fait? Voilà. Et moi, je C'est- veux pas être moralisatrice. D'ailleurs, sur Instagram, je parle jamais de la manière dont j'élève mes enfants parce que je sais que ça porte à débat et que chacun Mm. est libre de faire ce qu'il veut. Mais là, c'est vrai que ça concerne la santé, en fait. Et Bien sûr. Bah, il y a une différence, oui. tu vois, et c'est ça le truc, c'est que je peux pas m'empêcher d'en parler parce que bah toujours je voudrais éviter ça, tu vois, et encore plus maintenant que j'ai un deuxième enfant. Ouais. Parce que on m'avait dit aussi à la sortie de l'hôpital, c'est rarissime de faire deux SHU dans sa vie, tu vois, ça, Mm. quasiment ça n'existe pas. Mais, voilà, si je peux empêcher un autre enfant que je connais pas d'en avoir un, alors j'aurais tout gagné, tu vois. Et quand tu fais de la prévention, euh, moi je trouve ça juste d'utilité publique en fait. Et moi-même, il y a des choses que je n'avais pas conscience. Genre, clairement, la saucisse, on en parlait tout à l'heure, mais c'est grâce à toi si je sais comment la couper et la donner à mon enfant. Et ça, j'en avais jamais entendu parler avant d'être maman. J'avais jamais vu, moi, quand j'étais petite, on mangeait de la knacky en tronçon, tu vois. Et, et Pareil. voilà, mais enfin, en fait, ce qui est difficile à intégrer, je pense, pour certaines personnes, c'est que le danger, il n'est pas immédiat et à chaque fois. Mais une seule fois suffit pour que ça soit grave, quoi. C'est c'est exactement ça. Mais après, tu vois, je pense que au-delà de ça, c'est qu'il n'y a pas de campagnes de prévention qui sont faites. Par exemple, là, je pense à la pub. Bon, peut-être que vous l'avez pas en France. Nous, on a une pub à Tahiti qui passe par le ministère pour limiter les écrans chez les enfants, Mhm. tu vois. Donc, je sais pas si vous avez fait ça en France, mais tu vois, je pense que comme le truc manger 5 fruits et légumes par jour, manger des produits laitiers tous les jours, patati Mm, patata, ce serait bien au moins que ce soit marqué dans le carnet de santé ou que les pédiatres, il y en a qui le mm, font parce que j'ai des pédiatres qui m'envoient des messages qui m'ont dit, moi je le fais à chaque fois que un enfant va commencer la diversification alimentaire, je donne des fiches ou j'en ai fait moi-même, je les distribue, j'en parle aux parents, je sensibilise. Ça, c'est génial. Mais ce serait bien que ce soit une obligation que les pédiatres parlent des aliments au risque d'étouffement et des mm, toxi-intoxication, que ce soit mentionné dans le carnet de santé, qu'on l'apprenne aussi au cours de préparation à l'accouchement, même les gestes de premier secours. Qu'est-ce que ce serait important mm. qu'on les apprenne? Et avant de faire ce podcast, j'ai été vérifier dans le carnet de santé de mon fils, voir si quelque chose était inscrit. Et tu vois, c'est quand même inscrit aussi Ah ouais? petit qu'une modalité de contrat. C'est, Il faudrait que je regarde. c'est un petit 3 vraiment. Ouais, c'est écrit, c'est ridiculement petit et déconseillé, je crois, dans la Ouais. formulation, tu vois. C'est compliqué parce que les parents, ils doivent se renseigner par eux-mêmes. Soit ils ont de la chance et ils vont tomber sur une vidéo TikTok qui en parle ou sur le podcast, tu vois, en scrollant. Mm, Soit ils nous suivent déjà parce qu'ils se sont renseignés. Mais si le parent, en fait, on lui dit rien du tout, il va faire confiance à son pédiatre ou au mm, médecin. Et le médecin, il dit, bah, votre enfant, il peut manger comme vous. Bah, écoute, je mange de la viande saignante, donc mon enfant, il peut manger de la viande saignante. Donc c'est, franchement, j'ai envie de rassurer les parents et c'est absolument pas de votre faute mm. si vous avez donné du fromage au lait cru T'as raison. ou autre chose comme ça, c'est en fait qu'il y a un vrai problème sur comment préserver la santé des enfants. Et là, on l'a vu notamment avec le mois d'avril 2024, où il y a quand même 3 enfants qui sont morts à cause d'un étouffement. Ça aurait pu être évité. Ça a été des raisins, de la banane mal coupée et un bout de viande aussi gros qu'une pièce de 2 euros. Donc ça aurait clairement pu être évité. Mm. Ouais, t'as raison de le dire qu'il n'y a pas assez de prévention dans les lieux. Bah, je pense salle d'attente du médecin, enfin, et que le pédiatre, le médecin le disent également, quoi. C'est sûr. Mm. Et il y a aussi quelque chose que j'ai pas dit et qui a aussi fait changer notre manière de voir les choses, c'est que bah du coup avant cette période, avant ce qui s'est passé, j'avais jamais donné mon sang, tu vois, ni moi ni mon conjoint n'avions fait de don de sang.
Et je vais te dire le pourquoi je le faisais pas. C'est la peur de d'être piqué, la peur d'avoir mal, de que ça soit désagréable, etc. Et, et par contre, la chose que je me suis dit quand on était dans cette semaine d'hospitalisation où j'ai vu mon fils se faire piquer à des multiples reprises, etc., c'est que je me suis dit que le don qu'on avait reçu, j'allais renflouer les caisses, tu vois, quelque part. Donc maintenant, je suis une donneuse assidue. Bon, pas quand j'étais enceinte de mon second, mais depuis avec mon conjoint, on donne régulièrement notre sang. Et ça aussi, c'est hyper important. Je le faisais pas pour une raison bête, tu vois, parce que c'est pas bête, mais j'avais peur, tu vois. Et en fait, ça sauve vraiment des vies. Et ça aussi, je voulais faire passer ce message parce que aujourd'hui, en France, il y a quand même un ou une inconnue qui a clairement potentiellement sauvé la vie de mon enfant, tu vois. Et C'est je beau sais que tu pas dises qui ça. c'est, mais cette personne, elle compte dans notre vie sans le savoir, tu vois. C'est magnifique, c'est magnifique. Et je suis comme toi, je donne pas mon sang parce que j'ai peur. Je suis une vraie flippette. Je te l'ai dit la dernière fois que j'étais une flippette de tout. Mais là, donner mon sang en fait partie. Mais vu que tu dis ça, je vais le faire une fois au moins pour voir ce que ça fait. Tu, En plus, je suis donneur universel, je suis O négatif. c'est génial. C'est exactement ce qu'il fallait pour Liam, tu vois, qui est Voilà, O donc j'irai négatif. donner mon sang. J'irai donner mon sang, je penserai à toi. En plus, j'ai vu une publication de l'établissement de santé du sang de Polynésie qui marquait que les réserves en Polynésie étaient extrêmement faibles. Donc j'irai le faire. Je m'engage à le faire ici, là, sur ce podcast. Voilà, grâce à toi. J'espère que ça a donné l'envie aussi de le faire aux parents qui vont nous écouter. C'est important. Et ça ne fait Et pas on mal. n'est pas... Ah Et ouais? ça fait pas Et mal. tu te sens pas trop fatigué Non, après franchement, non, promis. Ok. Ça dure combien de temps à peu près? Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. On va Ok. dire qu'il y a une dizaine, quinzaine de minutes pour le prélèvement et après, ils te gardent en observation un petit peu le temps que tu prennes un petit rafraîchissement. Ok. Voilà. C'est Bon. plus J'espère l'appréhension qui que... peut faire. Je trouve que c'est plus l'appréhension qui peut faire quelque chose d'un ressenti Hmm. ouais, de peur, mais en réalité, tu t'auras qu'à repenser à tout ce qu'on s'est dit pendant que tu le J'écouterai le fais. Voilà, podcast pour me donner une bonne raison de voilà. le faire, pour me dire, allez, tu fais une bonne cause, on s'en Mais fiche que tu sois une flippette. promis, par rapport à la montagne que je m'en faisais, c'est vraiment rien du tout. Ok. J'espère que ça va motiver d'autres parents à le faire et de se rendre compte à quel point c'est important et que peut-être un jour ce sera notre enfant aussi qui en Mm, aura besoin. Bon, je ne le souhaite pas à non. personne qui écoute ici, mais on ne sait jamais quoi ça peut servir. Mm. Et c'est toujours utilisé parce que j'avais posé la question de savoir si c'était toujours utilisé les dons de sang. Et oui, franchement, ils en sont plutôt souvent en manque qu'en trop plein de dons, tu vois. Hmm. Donc voilà. Donc, c'est important. Donnez votre sang. Je mettrai dans les notes de l'épisode du podcast des renseignements sur le don du sang s'il y a des parents qui veulent, euh, qui veulent se renseigner. Et moi, j'ai une petite dernière question pour toi, Mm. Laura. Si tu pouvais envoyer un message à la Laura d'il y a quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça, c'est une très bonne question. Euh, je lui dirais, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, tu vois. Au final, Ouais. ouais, c'est ça. On peut pas, aujourd'hui encore, je me dis, on peut pas tout anticiper, on peut pas tout contrôler, on peut faire de son mieux et après le reste, il faut aussi faire confiance. C'est c'est ça que j'ai envie de te dire, je pense. Et aussi, C'est bien. de, j'ai aussi envie de dire à cette Laura de faire confiance aussi à Liam parce que après cette période, je l'ai beaucoup vu comme mon petit garçon fragile. Et Mm. jusqu'à moi-même écouter un podcast d'une personne qui parlait d'une aventure qu'elle a vécue dans sa maternité qui était traumatisante, avec opération de son enfant à la naissance, etc. Et qui disait que, en fait, elle voit sa fille comme une guerrière, tu vois.
Parce qu'elle s'est battue, elle est en vie, elle va à la crèche, elle a des copines, elle rigole. C'est une guerrière, tu vois. Et ça a changé Mm. totalement ma vision que j'avais de mon fils. Et je me suis dit, mais en fait, lui aussi, c'est un guerrier, tu vois. Ah Et oui, c'est ça aussi que j'aurais aimé dire à la Laura d'avant, c'est que c'est de lui faire confiance, tu vois. Plus. oui, c'est vrai. Et moi, je trouve que tu as été hyper courageuse parce que tu l'as dit, t'as pas été vérifiée sur Internet, tu avais des larmes, mais pas forcément devant lui, tu l'as toujours accompagné. À chaque fois qu'on te disait de quitter, non, tu restais avec lui, même si c'était douloureux de voir ça. Tu as toujours fait ce qu'il fallait quand il fallait le faire, appeler les urgences, enfin le 15, faire la prise de sang qu'on t'a dit de la faire, t'as procrastiné sur rien du tout, t'as fait tout ce qu'il fallait et ça a été pris au bon moment. Donc Hmm. vous pouvez être fiers de vous, vous avez surmonté cette épreuve tous ensemble et au final c'est ça aussi qui est beau. Ouais, Et puis maintenant tu fais de la prévention voilà. un petit peu. Et pour la petite anecdote, le médecin qui a prescrit la prise de sang de mon fils était un médecin remplaçant et elle s'est installée dans un cabinet et c'est aujourd'hui mon médecin traitant, tu vois. Donc Ah ouais, la boucle est bouclée. elle a eu le feu. C'est ça. C'est ça, la boucle est Voilà. bouclée, elle a eu le feu. C'est super. Quel message tu aimerais transmettre aux parents qui traversent ou qui peut-être traverseront un jour une épreuve similaire à la tienne? Ben, je voudrais leur dire de pas psychoter, tu vois, parce que parfois on a, enfin, parce que c'est mon cas, parfois j'ai tendance à extrapoler quand je vois un petit truc chez mon enfant, etc. Mais au même titre que j'avais envie de dire à la moi d'avant de me faire confiance, j'ai envie de dire à ses parents, bah, faites-vous confiance. Euh, et aux parents qui ont vécu ou qui vivent cette même épreuve que ce qu'on a vécu. Là, ça serait compliqué pour moi de... J'ai envie de leur envoyer plein d'amour, plein de soutien, de leur dire que les conséquences sont pas forcément dramatiques. Et si elles le sont, et si elles sont plus dramatiques que celles que je vis actuellement avec mon enfant, eh bien, il faut, j'ai envie de leur envoyer tout l'amour que je peux et leur dire que ça va aller, que j'espère qu'ils sont bien suivis. Tu vois, aujourd'hui, j'ai rejoint des groupes, notamment sur Facebook, un groupe dédié au syndrome hémolytique et urémique. Et donc, ils sont pas seuls, en fait. C'est ça le message que j'ai envie de leur faire passer et de leur dire, bah, eux aussi, rejoignez ce type de groupe parce que vous verrez que il y a plein de parents qui parlent de ces problématiques et on échange ensemble sur les conséquences, sur comment améliorer les choses. Et il y a aussi des jeunes adultes qui l'ont vécu et qui s'expriment. Et ça fait du bien de lire aussi des témoignages positifs, malgré qu'il y ait eu des greffes, malgré qu'il y ait eu des dialyses. Donc voilà, en tout cas, mon message, c'est un message d'espoir pour ces parents qui le vivraient, quoi. D'accord. Si tu veux bien, tu me partageras le groupe et je le mettrai pour ceux qui en ont besoin Mhm. aussi dans les notes avec le don du sang et toutes les autres notes qu'il y aura. Je mettrai aussi une fiche sur tous les aliments à risque de toxi-intoxication, que ce soit 5 ans ou 10 ans, parce qu'il y a deux catégories en France. Il y a la catégorie des aliments qui sont à risque de toxi-intoxication jusqu'aux 5 ans de l'enfant. Donc on va retrouver tout ce qui est poisson cru, fumé, peu cuit, tout ce qui est à base d'œufs crus, peu cuits, mayonnaise maison, gâteau pas assez cuit, etc. Les crustacés, fruits de mer pas assez cuits, les graines germées, les jus de fruits non pasteurisés. Et la deuxième catégorie qui a risque jusqu'aux 10 ans de l'enfant, comme tu l'as dit, le fromage au lait cru et les produits laitiers à base de lait cru, la charcuterie crue et les viandes pas assez cuites ou crues. Donc je mettrai cette fiche aussi dans les notes, elle est toute gratuite. Et voilà, Laura, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter pour la fin de ce podcast? Quelque chose que tu voulais ajouter par rapport à ton histoire? Non, franchement, j'ai fait le tour. Donnez votre sang et, et voilà, prenez bien soin de vos petits choux et voilà, je pense que j'ai tout dit, je t'ai tout dit, Anna. Super, Laura. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Et ben sur Instagram et sur TikTok, Maman Laura. Maman Laura, je vous mettrai tous ces liens aussi dans la description pour pouvoir la retrouver. Elle fait du super contenu. Moi, j'adore. Franchement, je suis fan de ce que tu fais sur TikTok. Elle fait
plein de petites saisons, par exemple 30 jours pour épargner plus, 30 jours pour ranger sa maison, 30 jours, enfin un an je crois pour se lancer à son compte. Plein de choses comme ça qui sont géniales. Et ces montages vidéo sont incroyables. Enfin franchement, tes montages vidéo, ils sont Merci beaucoup. pépite. Moi, j'adore ton compte. Donc, franchement, allez la retrouver sur TikTok et sur Instagram. Ce sera votre dose de positivité, de bonne humeur et d'astuces hyper utiles. Franchement, tu m'as Merci. appris plein de choses hyper utiles. D'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai résilié des abonnements auxquels je ne me servais plus. Mais j'adore. Genre Molotov et tout. Parce que Non, toi mais aussi, tu attends. m'apportes des ressources hyper utiles. Donc finalement, on se complète, quoi. Franchement, c'est grâce à toi, je suis allée dans mes comptes et je me suis dit, mais attends, mais ça, j'utilise pas, ça, j'en ai pas besoin. Allez hop, on fait des économies. Ça fait J'adore. 6 euros par-ci, 4 euros par là. Mais Ça écoute, à la compte. fin de l'année, j'aurais gagné 100 euros. Je suis contente. Donc, franchement, merci beaucoup. Si vous voulez d'autres conseils de Laura, je vous encourage vivement à aller voir son travail. Et puis moi, je voudrais conclure en te remerciant parce que c'était une histoire pas facile à nous raconter. J'ai vu que tu as eu beaucoup d'émotions. Bon, vous n'avez pas la vidéo, mais moi, j'ai pu voir. Et merci de nous avoir confié ça. Merci de m'avoir fait confiance pour cette première interview, de m'avoir confié votre histoire et, euh, et de t'être livré à moi avec honnêteté et authenticité. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Bah, merci beaucoup, Anna. J'apprécie beaucoup ton travail et je suis très honorée de te partager ce témoignage à toi et à ta communauté. Merci beaucoup et à bientôt, Laura. À bientôt!